Nous aimons ici, au Centre culturel canadien, nous confronter à l'art vivant, celui qui expérimente et celui qui donne à réfléchir, celui qui joue avec les frontières, et en particulier les frontières mentales et les murs invisibles, mais aussi les frontières du temps. Glenn Gould est décédé en 1982, mais c'est pour nous un artiste vivant. Il a été le plus brillant précurseur d'une forme de multidisciplinarité qui semble avoir caractérisé l'invention créatrice au Canada et qu'incarnent d'autres grands artistes vivants aujourd'hui comme Robert Lepage et Michael Snow, qui interrogent eux aussi les frontières objectives et subjectives avec autant de brio que de profondeur. La multidisciplinarité de ces grands artistes est critique, elle est esthétique, elle est spirituelle et souvent ludique. Elle analyse les œuvres du passé et invente à partir d'elles, avec elles, puis au-delà d'elles, en mettant à l'épreuve les instruments, les outils de communication et aussi les catégories artistiques. Glenn Gould, c'est tout cela, mais c'est aussi cet être singulier, radical, magnifiquement indépendant, qui aura privilégié, pour reprendre les mots de Jean-Yves Clément, les voies les plus arides, celles au service de l'esprit et du genre humain. Nous recevons donc aujourd'hui Jean-Yves Clément, et c'est un grand plaisir, auteur du livre Glenn Gould, Le piano de l'esprit, publié il y a quelques mois, donc aux éditions Actes Sud. Et il sera en dialogue avec M. Manuel Brossé, que nous sommes aussi très heureux d'accueillir. Il y aura donc une deuxième partie, comme vous le savez, le 6 juin. Je vous invite à revenir pour cette deuxième partie. Le Centre culturel canadien a organisé 2 fois ces dernières années un hommage à Glenn Gould, une très grande rétrospective en 1986 et un autre événement à l'occasion du 20e anniversaire de son décès en 2002. Dans cette rétrospective de 1986, donc une exposition ayant eu lieu sur les 3 étages du Centre culturel canadien réunissait un très grand nombre de photographies, documents, enregistrements sonores, etc. Et en 2002, parmi les nombreux événements qui avaient été organisés, il y avait eu une lecture de la correspondance de Glenn Gould, jouée par 2 de nos plus grands interprètes québécois, Monique Mercure et Edgar Fruitier. Voilà, donc nous sommes à ce 3e hommage qui prend une forme extrêmement différente et justement plus intime, sans doute, plus personnelle encore, avec le livre de Jean-Yves Clément. Jean-Yves Clément est beaucoup de choses, mais notamment docteur en philosophie, c'est un spécialiste de Nietzsche, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Un éditeur, le créateur d'une maison d'édition récemment en 2013, après avoir dirigé une collection au Cherche-Midi pendant de très nombreuses années. Il a fondé divers festivals, dont les Fêtes romantiques de Nohant, les Rencontres internationales de Frédéric Chopin et les Lithomania de Châteauroux en 2002. Il est conférencier, présentateur de concerts, il est beaucoup de choses, mais surtout un auteur sur la musique et auteur donc de nombreux ouvrages depuis 1993. Manuel Brossé, qui connaît très bien Jean-Yves Clément et qui a travaillé avec lui notamment sur certains de ses festivals et encore aujourd'hui, enseigne à Paris-Sorbonne. Il a aussi été impliqué dans la refonte de programmes d'enseignement supérieur dans le domaine de la musique et du théâtre. Nous sommes très heureux que ce soit lui qui dialogue donc avec Jean-Yves Clément et je vous cède maintenant la parole. Je vous invite, après cette rencontre qui durera environ 1 heure, à, si vous le souhaitez, faire l'acquisition du livre de Jean-Yves Clément, qui pourra également le signer, si vous le souhaitez. Merci. Bonsoir à tous. Merci Catherine Bédard et à toute votre équipe pour votre accueil. Merci à toi, Jean-Yves. On va donc, comme tu disais, converser ensemble, mais cette fois-ci, c'est moi qui pose les questions. Hélas. Et c'est toi qui dois répondre, éclairer nos auditeurs. C'est pour moi un grand plaisir et un grand honneur d'être à tes côtés à l'occasion de la sortie de cet ouvrage. Donc justement, commençons. Jean-Yves, on te connaît, Catherine Bédard le rappelait, comme homme de lettres, homme de l'art, homme des arts, écrivain, poète, organisateur d'événements festifs, culturels, musicaux et auteur. Poète, auteur de livres sur Frédéric Chopin, auteur de livres sur Franz Liszt, auteur de livres plus récemment encore sur Alexandre Scriabine. Sauf erreur de ma part, moi qui te connais bien, ce doit être le premier ouvrage sur
un interprète, ou en tout cas, même si Gould, on en parlera, n'était pas uniquement un interprète, il est reconnu comme tel. Alors pourquoi aujourd'hui un livre sur Glenn Gould? C'est le premier et ce sera le dernier. Parce que précisément, comme tu l'as très bien dit, il n'est pas pour moi qu'un interprète. Et jamais je n'accepterai de faire un livre consacré uniquement à un interprète, avec tout le respect que j'ai, l'admiration pour beaucoup de grands interprètes dans l'histoire de la musique. Tu le sais bien, mais Glenn Gould est un cas à part. Il est un créateur au sens plein, et c'est ce qui m'a poussé à accepter l'idée, qui n'est même pas venue de moi, de Bertrand d'Hermoncourt, qui dirige cette jolie collection, l'idée d'écrire un livre à son sujet, sachant qu'il est de la même eau, à mes yeux, qu'un compositeur peut l'être. Il a les mêmes visées spirituelles, il a les mêmes intentions, il a une vision de la vie, de l'art, du monde qui est tout à fait incomparable et qui fait qu'il est pour moi une sorte aussi de sage, de mystique, de prophète, de tout ce qu'on veut, mais pas du tout seulement quelqu'un qui joue du piano, quand bien même le ferait-il de façon supérieure à la plupart des pianistes qu'on connaît, toi et moi. Donc j'ai accepté Gould, j'ai voulu Gould précisément parce qu'il est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de ce que serait un interprète aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons que tu connais et sur lesquelles on va revenir, j'imagine. Voilà, ouais, exactement. On va essayer de faire un voyage ensemble au pays imaginaire, j'ai envie de dire, de Glenn Gould, avec toi comme narrateur et illustrateur, et puis aussi avec quelques extraits que tu as choisi de montrer et de faire entendre. Mais pour commencer ce voyage, alors, il faut quand même que tu nous parles un petit peu du personnage, qu'il était. Commençons par l'homme, si tu veux bien, parce que certes, Glenn Gould est une popularité qui dépasse toutes les limites connues en la matière, mais je pense, pour ma part, et ton livre l'illustre bien, qu'on ne peut difficilement appréhender l'interprète, l'artiste qu'il était, avec un caractère si particulier, qu'on évoquera, sans comprendre le personnage. Donc alors, Jean-Yves, qui était Glenn Gould? Quel homme était-il? Dans une perspective nietzschéenne, il était exactement, puisqu'on parlait de Nietzsche, il était lui-même l'œuvre de sa vie. Il n'y a aucun écart entre ce qu'est Gould dans sa vie, le personnage, l'être, avec ses problèmes, ses complexes, ses névroses, et le créateur qu'il est devenu. C'est pour moi une seule et même chose, et c'est précisément ce qui m'intéresse quand je m'attache à un créateur. Ça a été le cas chez Liszt, pour des raisons apparentes. C'est qu'il y a une unité profonde entre ce qu'est l'homme et ce qu'il fait de sa vision du monde par rapport à ce qu'il est. C'est-à-dire que Gould est tout sauf un être objectivement réduit à apprendre la musique et la faire connaître au monde selon un savoir qui serait le sien. Il est le produit, je dirais même, pour aller plus loin, de son enfermement, de sa façon de voir la musique et la vie dans cet univers cloîtré et très spécifique qui est celui de Toronto, avec un entourage très particulier, une façon de voir la vie quasi religieuse, monastique, protestante, que sais-je, orthodoxe, un peu étonnante, mais qui est celle du Toronto de ces années-là. Donc Gould est le produit de ça, le produit de son éducation, très stricte et très, presque on pourrait dire étouffante, en même temps, dont il a profité, lui, pour construire sa vision du monde et de la musique, qui est incomparable, et finalement qui est une suite aussi d'enfermement dans le piano, puis dans le studio, dans le disque, dans cette projection, et dans ce paradoxe incroyable et aussi nietzschéen de dire on communique jamais mieux que dans la solitude et pas dans les fusions, pas dans l'échange comme ça, mais au contraire d'être à être, quand bien même serait-on très éloignés les uns des autres. C'est ça qui est intéressant dans sa philosophie, puisqu'il s'agit bien pour moi d'une sorte de philosophe. Donc qui est Gould? On demandait à Moscheles à quoi ressemble Chopin au 19e, et il répondait à sa musique. À quoi ressemble Gould? À son art. En plus, tout à l'heure, tu as prononcé un mot très important qui, je crois, apparaît nettement dans ton ouvrage, c'est le mot transmettre. Transmettre avant tout. Alors on y reviendra avec le studio, la religion de l'enregistrement, la technologie qui va avec, la volonté de transmettre au public par différents biais, autres que le concert, bien sûr. La vie de concert de Glenn Gould, alors, c'est combien de temps?
Oui, alors tout sauf le concert, parce qu'il faut bien rappeler... Mais il faut commencer par là. Oui, que Gould a quitté comme Liszt. Souvent on ne les rapproche pas, moi j'aime les rapprocher au moins déjà pour ça. L'arène, comme il le disait, Gould, du concert à l'âge de 32 ans. Liszt, c'était 35, et lui, c'est 32 ans. Il a toujours pensé cesser le concert, il a toujours abhorré le concert, il a toujours dit que ça allait avoir un terme, il a toujours pensé qu'on était dans le monde de l'impur, du contact, donc de la pollution, et pas de l'art, d'où l'enregistrement qui a suivi. Donc Gould, c'est si on met tout bout à bout, comme l'a fait merveilleusement Bruno Mont-Saint-Jean, c'est à peine 300 concerts, donc ce qui suffirait à peine à une star d'aujourd'hui comme Lang Lang ou d'autres battleurs pour construire une carrière en 3 ans. C'est à peine 300 concerts, certains modestes, d'autres beaucoup plus retentissants avec des grands noms, et puis après, c'est fini. Donc on peut s'étonner que cette gloire extrême s'accompagne en fait, et même sans comparaison, Gould est peut-être encore plus connu que la Callas ou Karajan, s'accompagne d'une production de concertistes si faible, voire quasi inexistante en fait. Alors, il faut que tu nous expliques quand même, en allant un petit peu plus loin, pourquoi il détestait le concert. En quoi le public est-il impur, c'est même un terme qui est employé dans ton ouvrage. Pourquoi y a-t-il, on va dire, sacrilège, amoralité de jouer en concert devant le public? Parce qu'après tout, la musique n'est-elle pas liée au partage? Et le partage, comme nous le faisons ce soir, n'est-ce pas une rencontre entre un artiste et un public? C'est un vaste débat. Mais allons-y. Bon, oui, il faut comprendre Gould. Il faut aussi aller vite. Donc, le public crée une interférence entre l'artiste et la production. Là, le public influence pour le meilleur et pour le pire. Donc pour Gould, il est dangereux et diabolique. De toute façon, le problème de Gould, c'est un problème de contact en général, humain. Donc il va se réfugier, vous savez, on est le produit de ce qu'on est, et je le dis depuis le début. Donc lui, il va se réfugier génialement, des fois on construit des théories géniales de nos failles. Il va se réfugier génialement dans une théorie qui consiste à dire qu'on communique mieux en étant isolé. Voilà. Et ça donne quelque chose d'ahurissant peut-être pour certaines personnes, mais en même temps qui ouvre des perspectives infinies. Donc le concert est le contraire de ça. Il le détestait parce que de toute façon... Il détestait, encore une fois, la foule, la masse... Les poignées de main, entre autres, les contacts... Tout ce que tu veux, mais surtout par souci de transmettre un art qui soit le plus pur possible. Il reconnaissait lui-même, parfois, que ses interprétations de concert pouvaient être très, très bonnes, mais ce qu'il n'aimait pas, c'est le côté aléatoire de ça. Donc il disait souvent, maintenant que j'ai enregistré et que j'ai donné en concert 40 fois cette partita, il faut que je dépoussière, il faut que je renettoie tout pour l'enregistrer en studio, parce qu'elle est affectée, comme on dirait infectée, par tous les stigmates, les choses que m'ont transmises les personnes là pour l'écouter, avec lesquelles, bien évidemment, j'ai des interférences. Mais le but, pour Gould, c'est de construire un monde artistique idéal, pur. Et celui-ci, selon Gould, n'est pas possible à l'intérieur de l'arène sanguinaire, il dira même, du concert. Ce qui est important de comprendre à la lecture du livre, c'est cette dimension, on va dire, que tu évoques, de pureté de l'enregistrement, grâce au biais de la technologie. Il était très féru de technologie, bien évidemment, il s'enfermait dans son studio, mais l'enregistrement, quitte à ce que 8 mesures soit le fruit d'un montage de 40 prises. Alors, on pourrait s'interroger sur le côté naturel de la musique. On pourrait s'interroger sur le côté artificiel d'un tel montage. Qu'est-ce que tu répondrais aux détracteurs de Gould qui diraient « mais les produits finis de Glenn Gould sont des produits fabriqués ou préfabriqués ». Non, mais c'est le contraire. Par un surcontrôle des choses, en multipliant les prises, en les ordonnant selon son goût et d'après une logique très précise, on peut construire un enregistrement qui donne une illusion parfaitement naturelle et parfaitement musicale et qui correspond en tout cas exactement à ce que toi tu as voulu faire, ce qui ne se passe pour Gould jamais en concert puisqu'il y a beaucoup trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Donc c'est l'inverse, lui, c'est le concert qu'il va trouver pas naturel. Le studio, pour lui semble un instrument qui lui permet d'évoluer en toute liberté. L'idée banale, commune, de dire en concert, en live, la musique, c'est quand même
plus musical est quand même une espèce de façon de penser à courte vue un peu suspecte. Et on voit bien à quelle dérive on peut arriver. Aujourd'hui, on multiplie les enregistrements effectivement live sous toutes leurs formes, avec, pour des raisons commerciales évidentes, mais qui souvent ont très très peu d'intérêt, parce qu'ils sont bourrés de défauts et bourrés de complaisance en particulier. Donc on ne peut quand même pas condamner un artiste qui à la fois se coupe de cette manne financière, de cette manne spectaculaire, parce qu'il a une visée de l'art qui ne ressemble en rien à ce type de rapport. Cela dit, ça ne condamne pas les musiciens purs que tu connais, ils sont nombreux, dont ton ami Rubinstein, qui avait une vraie foi au concert, comme on peut avoir. C'est pas la même religion, quoi, c'est tout. Voilà, on a un débat d'ailleurs, parce que tu y fais référence, un débat célèbre, un dialogue entre Arthur Rubinstein et Glenn Gould, on est en 1978, et là c'est les deux philosophies de l'approche de la musique en concert qui s'affrontent et ils sont irrémédiablement en désaccord. Voilà, donc c'est tout à fait ce que tu disais. Et puis le public ne l'a certes pas condamné, puisque tu utilisais cette expression, puisque ces disques se sont vendus avec beaucoup de succès et continuent d'ailleurs à se vendre, me semble-t-il, avec force réédition encore l'année dernière avec l'intégrale Gould qui est sortie dans une édition superbe. Et il y a beaucoup d'enregistrements de concerts de Gould qui sont très intéressants, où on s'aperçoit qu'il est le musicien qu'il sera aussi en studio, mais qu'il n'y a pas a priori beaucoup de différences pour autant. Qu'on ne s'attende pas à ce que Gould en concert soit d'un seul coup transporté par je ne sais quel type d'effusion, et alors qu'il sera beaucoup plus froid dans les mêmes œuvres en studio. C'est faux, c'est le même homme. Il y a des concerts merveilleux, il y en a où il semble un peu plus absent, comme tout le monde justement, comme tout le monde. Mais lui, comme artiste, il ne veut pas créer un univers comme tout le monde, il veut construire un univers artistique. Gould, il propose une œuvre, c'est en ça que c'est pas un interprète. C'est un recréateur, c'est comme un recompositeur. Voilà. Alors, ça nous permet de dire un mot quand même du panthéon musical de Gould, parce que Bach, bien sûr, quelques autres. D'abord, était-il un musicien de son temps? Est-ce qu'il jouait les œuvres de son temps? Et puis, qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas, à part Bach? Ça nous permet de dire une chose essentielle qu'on n'a pas dite, c'est que Gould a un rapport très paradoxal au piano, c'est-à-dire que le piano, pour lui, est vraiment un moyen, mais pas une fin. Et donc, c'est pas quelqu'un qui aime le piano. Donc Gould va aimer les musiques qui ne sont pas pianistiques. Donc il va pas, pour aller vite, il ne va pas aimer Chopin, il ne va pas aimer Liszt, il ne va pas aimer Rachmaninoff, mais il va aimer des musiques qui peut adapter au piano, même si elles ne sont pas pianistiques au départ. Et Bach, finalement, est-ce que Bach est vraiment pianistique? Bach, c'est Bach, donc de toute façon, voilà, c'est le plus grand et c'est tout. Mais même quand il va jouer Beethoven, même quand il va jouer Brahms, souvent c'est un peu, comme je l'ai écrit, à contre-piano. C'est pas comme les autres pianistes. Ce qui l'intéresse, c'est la musique, c'est pas le piano. Le piano, c'est juste un moyen neutre, qui d'ailleurs l'intéresse pas du tout, qui travaille pour ainsi dire jamais, mais il se trouve que c'est le réceptacle de son esprit, et comme ses moyens sont surnaturels, il n'a pas besoin de travailler son piano, c'est comme ça. C'est pas... En somme, le moins pianistique des pianistes est devenu le plus célèbre d'entre tous. C'est partie de ces paradoxes. Et puis finalement, à dire toujours du mal du piano, il est mort quand même dans son piano. Il voulait devenir chef d'orchestre, écrivain, mais il est resté un des plus grands pianistes de l'histoire malgré tout. Mais c'est pour revenir à ta question, son panthéon, c'est souvent des compositeurs qui n'ont pas écrit vraiment des œuvres pianistiques, comme Hindemith, comme Schoenberg, même sur des œuvres pour piano, comme beaucoup d'autres. C'est pas le piano qui l'intéresse, c'est la musique. C'est tout. Autre trait de caractère important, je n'oublie pas que nous sommes en terre canadienne. En quoi était-il un authentique Canadien? Pour moi, c'est pas forcément très facile de dire, mais j'ai juste rappelé son éducation dans les années 50 à Toronto, qui était évidemment très puritaine, dans un quartier très huppé, plutôt protégé de la ville. Donc très enfermé, c'était des bourgeois. On dit pas, c'est pas protestant le vrai mot, c'est autre chose. En tout cas, il y a un rigorisme de son éducation qui est typique de cette ville très anglaise, il faut le rappeler, qui est Toronto à cette époque, et qui est un peu isolée du monde, ce qui lui va très bien. Un peu protégé, choyé comme ça. Et puis, homme du Nord aussi, non? Ah ben ça, oui, ça, homme du Nord, en vrai, avec son rapport à la nature, son goût pour Soro, son goût pour le promenade, pour les lacs, pour aller voir même au-delà, puisqu'il a construit des émissions de radio, c'est aussi homme de radio
pourrait développer aussi cet aspect-là chez Gould, en allant aux confins du Grand Nord, enquêter comme ça avec un micro et demander aux gens ce qu'ils pensent de la solitude. Parce que pour lui, le Nord et la solitude vont ensemble, sont une seule et même chose. Le Sud, je vais tout exagérer exprès, mais c'est la populace, c'est le soleil, c'est la communion dans le sens plutôt charnel, rapprochement des choses, c'est donc tout ce qu'il déteste. Oui, il n'a jamais enregistré de musique espagnole, par exemple, au piano, non, que je sache. Non, et il détestait Verdi, il détestait Bellini, il le dit, il en rit. Voilà. Non, c'est un homme du Nord dans ses goûts, dans son attitude. Autant Nietzsche et Brahms vont chercher le Sud à la fin de leur vie, comme les Nordiques cherchent le Sud, autant lui, il ne sera jamais plus content que d'aller encore plus vers le Nord, si je puis dire. Gould termine ses concerts en 1964 et il lui reste un petit tiers de son existence à vivre. Il va la consacrer à transmettre sous d'autres formes. Par l'enregistrement, pas par l'enseignement, oui. Voilà, c'est ça. Oui. L'enregistrement, des écrits, des émissions de radio, des films. Tu fais bien de rappeler ça. C'est aussi un écrivain hors norme. Il fait ses propres pochettes de disques avec un esprit tout à fait inconnu encore à ce jour. Il y a pas Est-ce qu'on les trouve facilement encore On trouve trois tomes d'écrits chez Fayard, relis par Bruno Mont-Saint-Jean, qui sont remarquables, des considérations sur les compositeurs, sur la musique, sur la vie, des textes pleins d'humour que tu connais, puisqu'il y en a un qui écrit joyeusement ton ami Rubinstein. Il y a un côté amuseur chez Gould aussi, iconoclaste dans le sens visuel du terme, puisqu'il a arrêté la scène pour faire des choses comme ça, c'est-à-dire enregistrer en studio, faire des films avec la Radio-Canada, bien sûr, Radio-Télévision Canada. Il reste comme ça une multitude de trésors où il peut se laisser aller à tout. Il fait des émissions pédagogiques, il est avant Leonard Bernstein, avant Jean-François Zigel, et d'une façon autrement plus développée. Il communique avec les gens en faisant des émissions où il parle de la fugue, où il parle de Strauss, de Schoenberg, avant qu'il joue des œuvres. C'est ça qu'il faut dire. On trouve d'ailleurs toutes ces émissions chez Sony. Donc oui, il transmet de cette façon-là, il partage de cette manière qui lui convient, où tout est sous contrôle. Je voulais quand même donner lecture d'une phrase qui, personnellement, m'a beaucoup plu, que tu as écrite dans ton ouvrage, et qui peut sans doute, tu me contrediras si tu ne souscris pas, résumer le propos que tu as tenu aujourd'hui. C'est une phrase de Gould lui-même que tu cites. « Il n'y a pas de plus grande communauté d'esprit que celle qui réunit un artiste et un auditeur chez soi, en communion, grâce à la musique. » Voilà. Alors, j'avais une toute dernière question, plus personnelle. Quand on voit le personnage, son aura, son envergure, sa philosophie, son charisme, est-ce qu'on sort indemne d'un livre écrit sur un tel personnage ? Ah non, mais moi j'ai pas envie de sortir indemne de mes livres. J'y vais pour ça, pour rencontrer des choses dont je sens qu'elles existent, mais que j'ai pas encore totalement rencontrées quand même. C'est comme une histoire d'amour. Normalement, virtuellement, elle ne devrait pas avoir de fin. Donc dans ce type de vie, on va dire d'écriture artistique, c'est la même chose, du même ordre. Moi j'aime de plus en plus Gould. Est-ce qu'il va t'empêcher d'écouter d'autres pianistes dans certaines œuvres qui a tellement porté ? Non, mais c'est vrai qu'il fait relativiser beaucoup les choses. Déjà, le culte du piano absolu, c'est un truc un peu dont je suis un peu éloigné. Mais dans la perspective de l'art, de la musique, d'une espèce de quête un peu spirituelle, je ne sais pas quoi, comme on pourrait dire aujourd'hui, il est essentiel pour moi tous les jours. Après, ça devient une nourriture. Il ne s'agit pas de sortir indemne de Gould, comme on sortirait indemne d'un grand compositeur aussi. Il devient un penseur qui vous accompagne, en fait. Un penseur d'une nature particulière, qui ressemble à rien d'autre. Merci Jean-Yves pour ces moments partagés. Merci Manuel, merci à vous.